Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce que vous venez d'entendre, c'est j'ai ripé, chef. Voilà, un petit blanc. On vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix qui, vous savez, c'est du débat, de la contradiction, de l'argumentation. On s'oppose beaucoup. Tout ce qui suit les anciens. Exactement. Oui. C'est un peu l'Assemblée nationale, mais au mieux. Voilà, c'est au mieux. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'on bordélise, mais avec convivialité. Oui. Voilà, c'est ça. Avec sympathie. Avec sympathie. Et les filles, c'est la France intelligente. Voilà, c'est ça. Ça dépend pour qui. Mais ça risquait pas d'être la Françoise intelligente, ça on connaît pas. T'as vu, il attaque de bon matin, il a commencé. Il faut être clair. Oui, il faut être clair. Maman, est-ce que tu as bien entendu? Il m'agresse. Allez. Donc ça pourra pas rester sans On réponse. vous souhaite la bienvenue avec la chanson du jour. Écoutez. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Vous connaissez Tonton David, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il nous a quittés, qu'il a tiré sa révérence et on voulait lui rendre hommage avec Cécile. Et c'est ce titre, je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. C'est un jour de mobilisation. Ça tombait plutôt pas mal. En tout cas, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Vous pouvez débattre avec nous jusqu'à 19h sur nos sujets et parler de vos sujets aussi qui vous intéressent, de votre quotidien. C'est l'intérêt de cette émission. Allez, au sommaire de cette émission. Selon vous, la réforme des retraites peut-elle passer malgré les mobilisations? C'est un sondage IFOP, fiducial pour Sud Radio. 66% des Français estiment que malgré le mouvement social, la réforme des retraites sera votée et appliquée, alors qu'aujourd'hui, 72% des Français sont opposés à ce projet de loi, Philippe. Oui, et Cécile, et même si les mobilisations comptent moins de participants, il y a quand même encore du monde. François Ruffin, le député insoumis, affirme d'ailleurs que le 7 mars sera l'épreuve de vérité où on met la France à l'arrêt et où on doit arrêter Macron. Est-ce que pour vous, défiler dans les rues, ça ne sert à rien, que le gouvernement passera en force via le 49.3 ou un autre moyen? Ou est-ce que pour vous, il ne faut rien lâcher? Vous étiez dans la rue, vous n'y étiez pas? On vous attend au 0826 300 300. Et donc, selon vous, la réforme des retraites peut-elle passer malgré les mobilisations? Vous dites oui à 59%. Et puis à 18h30, c'est le coup de projecteur, retrait des amendements de la NUPES, motion de censure du RN. Vous sentez-vous exclu de cette stratégie politique? Alors après avoir multiplié les amendements pour bloquer le texte, la France Insoumise a finalement plié face à la pression de l'intersyndicale, retirant des milliers d'amendements, une illustration qui, pour certains, montre les limites de la stratégie insoumise face à la bataille parlementaire. Oui, Cécile, et dans le même temps, le RN dépose une motion de censure dont il est certain qu'elle n'a aucune chance de passer. Est-ce que vous vous sentez exclu de ces stratégies parlementaires, j'allais dire de ces carambouilles ou de ces tambouilles politiques? Pourquoi vous c'est les tambouilles? Ça s'appelle de la stratégie parlementaire. Oui, certains appellent ça de la tambouille politique. Venez nous dire au 0826 300 300. C'est la nouvelle cuisine. Et à cette question, vous sentez-vous exclu des stratégies politiques? Vous dites oui à 75%. On a envie de vous entendre sur le sujet. On vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et dans Vraie Voix, il y a vrai magistrat, Philippe Bilger est avec nous. C'est gentil de me créditer d'une authenticité dont je doutais. C'est-à-dire que c'est le label rouge qui va disparaître, on va le récupérer pour Les Vraies Voix. C'est bien. Président de l'Institut de la Parole, ça va Philippe? Très très bien. Ça n'a pas été trop compliqué pour venir? Non, ça va. J'ai été conduit somptueusement, donc il n'y a aucun Magnifique. problème. En tout cas, on vous remercie tous les jours de vous mobiliser pour les vraies voix. C'est un bonheur. Avec Françoise de Gaulle, éditorialiste Sud Radio et LCI. Bonsoir Bonjour Françoise. les amis. À moi, on me demande pas si ça a été dur de venir. À moi, on ne me remercie pas de mobiliser le mardi et le jeudi parce que de toute façon, c'est une épreuve pour moi. Donc, je vous ai mobilisé pas à mentir. Voilà. C'est vos copains qui foutent le bordel. Mais moi, je m'en fous. Et ce qui est fou, c'est la gauche. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Et vous avez vu, elle a mis l'écharpe rouge pour qu'on la prenne pour François Mitterrand, ni plus ni moins. Michel Fugain, elle accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge. Ah, c'est C'est la plus grande chanson syndicale dans le nord de la France. Françoise, nous sommes ravis de vous accueillir. Là, vous mentez. Non, pas du tout. Je dis toujours ce que je pense. Je suis comme Philippe Bilger. On dit mon maître. à l'exception de François. Oh, la bande d'hypocritasques. Sébastien Ménard est avec nous, président de l'élan béarnais, Paul Lac, Paul Ortès. Il n'a pas mis sa casquette. Mais il n'a pas mis ça. Et entrepreneur dans la food tech. Ça va, Sébastien Ménard? Mes cheveux repoussent, François, c'est pour ça. Sébastien Ménard, pour vous dire tout, si vous nous regardez sur notre chaîne YouTube, je vous propose de vous y abonner. Un coup, il est habillé comme un gamin de 14 ans et un coup, il est habillé comme un mec de 60. J'étais à l'Élysée à 16h. Voilà. Oh, ça va. Il Ça va. espère nous Tu vas à déstabiliser. l'Élysée en basket, en costume 30 pièces et en basket. Voilà. T'as pas encore Très fait bien. chef, c'est pour ça. Eh
ben, Mais ça, je te le dirai pas. C'est te dire, si tu avais rencontré le chef, tu aurais un melon un peu plus. Il a plus que rencontré d'habitude. Ce serait carrément une pastèque. Et nous accueillons notre vraie voix auditeur. Philippe est avec nous, il nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Comment ça va Philippe? Ça démarre bien. Vous faites quoi dans la vie? Alors moi je suis artisan en région toulousaine. Quel type d'artisanat? Voilà, je fais de l'agencement et de l'ébénisterie. Oh, Fabuleux. là là, on aime Vous êtes bien à ça. Saint-Orens-de-Gameville, c'est ça? Tout à fait. Le mec qui fait semblant de savoir alors que c'est marqué dessus. C'est très joli, sortie 17 du périphérique toulousain, Cécile. Vous avez un cousin Je sais pas, je ne prends plus le périphérique toulousain. J'ai un véhicule critère 4, je ne peux plus. Et donc Philippe, vous allez être notre vraie voix du jour. Pas de mobilisation aujourd'hui? Non. D'accord. Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui au travail, on s'est mobilisé. Ah, d'accord. Je trouvais très bien qu'il y ait des manifestations le samedi, ce qui permettait aux gens qui travaillent et qui peuvent hélas pas faire autrement de se mobiliser. Là, hélas, bon, il y a des impératifs, mais. Mais Bon, voilà. bon, en tout cas, vous allez pouvoir jouer contre quiz. Philippe Bilger ou contre Françoise de Gois ou contre Sébastien Ménard. Je vais pas demander à Philippe Bilger parce que je pense qu'à un moment donné, il va prendre des Xanax à force de lui demander de se. Il y est déjà. Hein. Voilà. Françoise de Gois, il y a un moment donné, il faut que vous vous vendiez et Sébastien Ménard aussi pour savoir qui notre cher Philippe va pouvoir choisir. Philippe, ne me choisissez pas parce que je gagne quasiment tout le temps. Oui, je ne bon, vais pas faire bon, ma maline. toujours Donc, le même argument. Hein. Jouez avec moi, Ça mais il n'y en a devient pas plus d'autre. vrai. Qu'est-ce que Ouais. vous voulez? Ça devient vrai de Ça vrai en n'est vrai. plus totalement vrai, Ah, mon ouais, cher non, François. non. Enfin, moins nettement. Mais j'ai gagné non-stop. Toutes les émissions depuis le début, je les ai gagnées. Quand est-ce que j'ai perdu? Non, mais je- Ah, non, je mais fais on un va peu sortir la les mémoire, dossiers. non, bizarrement. Non, Sébastien absolument pas. Ménard. Je crois que c'est pour- cette fois-ci que vous allez perdre. Pour vous c'est vendre. ça. Sébastien Ménard. Non, alors, Jouez avec moi contre Bilger, vous êtes sûr de gagner, et contre Ménard tout autant. d'accord. Moi, je vous propose de choisir, d'affronter Françoise, et comme ça, on sera tous contre Françoise. Voilà, donc ne me choisissez pas, choisissez Françoise, et comme ça, vous aurez l'inestimable Philippe, l'incroyable Sébastien Ménard avec vous. L'autre, il a un boulard, mais il a un boulard. Allez, Philippe, J'ai de la tendresse pour la minorité. On va baptiser l'émission Les Vrais Modestes. Ça ira très bien. je pense qu'on va la remettre. Les têtes à claque. Allez, on y va. Gonflé qu'il arrive même pas à se souvenir qu'à chaque fois qu'il est là, je gagne. C'est Voilà, horrible. c'est ça. C'est affreux, non, mais c'est une blessure narcissique, tu vois. Ouais, c'est Bon. une blessure narcissique. Allez, ça démarre bien cette émission. C'est jeudi, on se détend, tout va bien. Merci Philippe, vous restez avec nous. Un autre Philippe, tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est amusant, Philippe Bilger, puisque vous voulez requérir contre ceux qui donnent des leçons sans être soi-même légitimes à en donner. Vous pensez à quelqu'un qui a visité Sébastien Ménard il y a quelques minutes. Un petit peu. Oui. Un petit peu, non, mais sérieusement, cette pensée m'est venue à l'esprit ce matin lorsque j'ai lu la dénonciation qu'a faite Emmanuel Macron de l'attitude des oppositions dans le confort tranquille du Conseil des ministres. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que dans ce confort-là, un président de la République soit bien fondé à critiquer la manière dont les oppositions, dont le Parlement fonctionne. Deuxième élément, j'ai trouvé un peu insultante l'accusation de dire il n'y a pas de repères, ils font n'importe quoi. En gros, c'est cela. Et je suis pas persuadé que le président de la République, dans la gestion du projet des retraites et dans la manière dont il semble laisser Elisabeth Borne travailler, mais en lui imposant des règles et des limites, soit bien fondé à critiquer les oppositions. Donc, ça me gêne ce type de phrase qui se veut définitive, mais qui, en définitive, montre que les aides qui critiquent ne sont pas toujours les mieux placés pour le faire. Françoise de Gois. Bam. Oui, vous avez absolument raison, mais enfin, il est coutumier du fait. Et ne comptez pas sur Emmanuel Macron pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. À un moment donné, vous savez, c'est toujours le petit qui arrive à la fin de l'école. Il dit monsieur, je veux en rajouter une. Et paf, évidemment, il fait tout le temps ça. C'est-à-dire, la veille de la première manifestation, il explique que quasiment la gauche est irresponsable. Là, les oppositions ont perdu la boussole, alors qu'il est le premier à porter la responsabilité en choisissant le véhicule législatif qu'il a choisi, c'est-à-dire le 47.1, sur un projet aussi important. Il était évident que nous arriverions dans quelque chose d'aussi abrasif, mais c'est Emmanuel Macron. Et puis, je soupçonne Emmanuel Macron fortement d'être absolument énervé au dernier degré. Il n'a pas de majorité absolue et ça lui reste en travers de la gorge. Il n'arrive pas à s'en remettre depuis le mois de juin dernier. Sébastien Ménard. Alors,
évidemment, Emmanuel Macron est coutumier des faits. Il a un petit côté taquin. Et... c'est oui, un petit côté taquin. Comme c'est joli. Ça s'appelle de l'arrogance pure. Comme ces choses-là sont dites. Ah là là. Non, Il est taquin. Il est coutumier. Françoise a 1000 fois raison. Il est coutumier des faits. Il n'arrive pas à se retenir. Il n'arrive pas à se contenir. La réalité, c'est qu'on pourrait se dire, à ce niveau de responsabilité, il est dans l'hypercalcul. Je vous le dis, et croyez-moi sur parole, absolument pas. Il ne peut pas s'empêcher. Tout à fait. Il ne peut pas s'empêcher. Voilà, c'est quelque chose d'instinctif. Il ne peut pas s'empêcher. Alors après, effectivement, que et les uns et les autres s'en offusquent, s'en insurgent, j'ai même le sentiment, moi, que quelque part, ça leur rend service. Ça leur rend service que le président de la République y aille de sa petite phrase ou de son bon mot. Ah oui, mais écoutez, Il y a un petit côté. En même temps, Sébastien, je ne lui dénie pas le droit de parler sérieusement lors d'un conseil des ministres. Mais je veux dire, il peut Je dis à Emmanuel Macron, vous pouvez parler au conseil des ministres. Ta Majesté, vraiment, il Ta peut Majesté. le dire autrement. Je veux dire, il aurait pu utiliser une autre forme Non, pour dire la même mais chose. il aime, il joue avec les marionnettes, Emmanuel Macron, il aime souffler le chaud et le froid, et puis voilà, tout ça est sous-tendu par le seul reproche. Imaginez ce président s'il n'y avait pas eu cette arrogance. Imaginez ce président s'il n'y avait pas eu cet orgueil effréné, ce sentiment d'être supérieur à tous. Imaginez-le, ce qu'aurait pu donner, mettons, en prenant un pas de recul, Emmanuel Macron sans cette tendance-là, qui est la seule, au fond, hein, si on va au bout du bout des enquêtes d'opinion, au fond, la seule chose fondamentale que lui reprochent les Français, c'est son arrogance. C'est exactement comme à Valéry Giscard d'Estaing, mais en pire. Imaginez, il a, je sais qu'il est très difficile de se changer, mais quel dommage pour lui, parce qu'à un moment donné, les difficultés arriveront avec lui. Eh bien, quel dommage pour lui de ne pas avoir réussi à transformer ce point qui le sépare de tout son pays. on transmettra On Sébastien pourrait Ménard. faire ce rêve pour nous tous. Oui, c'est ça. Je vais Non, dire parce qu'on un n'est pas scoop. arrogant. Allez, on y va. Sébastien Ménard a reçu un SMS d'Emmanuel Macron qui lui dit merci Philippe Bilger, Ah je ouais, c'est continuerai ça. à parler Allez. au Conseil des ministres. On y va. Dans quelques instants, on va revenir sur ce grand débat, sur ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. 66% des Français estiment que malgré le mouvement social, la réforme des retraites va passer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous dites oui à 59%. On vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Dans quelques instants, le grand débat du jour, Philippe. On va revenir sur cette question. Selon vous, la réforme des retraites peut-elle passer malgré les mobilisations? Oui, Cécile, vous êtes 59% à dire oui, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a encore des mobilisations, mais elles sont en baisse. Alors, on vous attend au 0826 300 300. Vous étiez dans les cortèges, vous avez défilé aujourd'hui ou vous n'avez pas défilé. Aude attend votre appel au standard pour débattre avec les vraies voix. Et tout de suite, 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Les 3 mots dans l'actu, ce sont préfecture, genre et poésie. La mobilisation des villes moyennes à l'honneur dans la lutte contre la réforme des retraites. Les leaders syndicaux défilaient à Albi, préfecture du Tarn, cet après-midi. Les changements de genre dont il est beaucoup question chez nos voisins. Les députés espagnols viennent d'adopter une loi définitivement, tandis que la première ministre écossaise démissionne. Et puis une poésie signée Jacques Messrine, des lettres d'amour de l'ex-ennemi public numéro 1 vendues aux enchères cet après-midi à Biarritz. Les vraies voix Sud Radio. Ils ont affiché leur unité à Albi. Les leaders syndicaux défilaient dans la préfecture du Tarn cet après-midi. Objectif, mettre en avant la mobilisation dans les villes moyennes. Du côté de Paris, la CGT revendique 300 000 manifestants. C'est moins que la dernière fois. Mais les regards étaient surtout braqués vers Albi. Donc bonjour Laure Malvial. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de la formation syndicale à la CGT du Tarn. Alors, est-ce que vous avez croisé beaucoup de monde dans les rues d'Albi cet après-midi? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Albi, c'était historique. Historique parce que, selon votre antenne, d'ailleurs, RMC, on nous a annoncé... C'est Sud Radio. C'est Sud Radio, pardon. Voyez, désolé. Donc, selon les journalistes, on nous a annoncé 55 000 personnes à Albi, sachant qu'Albi, c'est une ville de 45 000 habitants. Donc ça veut dire que le sud-ouest, l'Occitanie était à Albi et c'était impressionnant. Voilà. Plus de manifestants que d'habitants, vous aviez déjà vu ça? Non, c'est historique. Jamais. Jamais? Jamais. Non, jamais. C'est symbolique sur la terre de Jean Jaurès, notamment. Il y a une histoire quand même à Albi, dans le Tarn. Vous savez qu'on appelle Albi la Rouge. Et effectivement, il y a une histoire ouvrière à Albi, il y a les mines à Carmont
qui se sont mis à un moment donné en mouvement aussi, où là aussi il y a eu des grèves importantes, mais je ne crois pas qu'il y avait autant de monde à l'époque. Est-ce qu'il y a encore, c'est très familial comme les dernières mobilisations? Alors moi j'étais placée en hauteur puisque j'avais la chance et le privilège d'animer le défilé pour la CGT, et il y avait énormément de familles, de parents avec leurs enfants, d'enfants qui nous demandaient des drapeaux, des gilets. Vraiment c'était excessivement bon enfant, et c'était génial quoi. Juste un mot pour dire que véritablement, d'abord il y a beaucoup de monde aujourd'hui parce que ce sont les vacances, hein, que le prochain rendez-vous c'est le 7. C'est extrêmement, décidément les syndicats ne font aucune erreur. C'est extrêmement malin de faire la manifestation à Albi. C'est extrêmement, d'ailleurs pas malin parce que j'aime pas ce mot, c'est extrêmement fin et subtil d'aller à Albi, parce qu'Albi ça envoie un sacré message. Alors bien sûr il y a Carmo, il y a bien sûr Carmo, il y a bien sûr Jaurès. Je vous invite, si vous avez le temps, vous le trouverez sur internet, à lire le merveilleux discours de Jean Jaurès adressé à la jeunesse, aux étudiants, aux lycéens d'Albi. C'est Philippe Bilger, vous devriez l'aimer, il parle des hussards noirs. Vous l'aimez ce discours, il est profité. Mais c'est dommage, mais non, c'est pas vrai, c'est faux. Non, pas du tout. On n'est pas là pour faire un débat. Voilà, donc voilà, c'était assez malin de la part des syndicats d'avoir fait ça. Je trouve qu'ils ne se trompent pas dans leur stratégie de manif. Et un clin d'œil sur la cathédrale d'Albi qui s'appelle Sainte-Cécile. Sainte-Cécile, absolument. D'ailleurs, vous avez croisé Philippe Martinez, Laurent Berger, ils étaient tous là, les leaders nationaux des syndicats. Alors, ils étaient là, même si on a eu quelques craintes, puisque les avions de Philippe Martinez et des autres, de Laurent Berger et des autres secrétaires généraux ont été un peu retenus, ralentis. Philippe Martinez, lui, il était hier dans le Tarn. Il est venu rencontrer les militants. Et je peux vous dire que sur le Tarn, on a beaucoup apprécié la venue de Philippe Martinez. Il a pris le temps hier soir de rencontrer les responsables de l'Union départementale à l'UD du Tarn. Il a ce matin rencontré les salariés et les ouvriers de la Safra, une usine qui est assez connue sur Albi. Bien sûr. Ensuite, il a participé à une intersyndicale des cheminots. Et ensuite, il est allé à la verrerie ouvrière d'Albi, autre usine hautement symbolique. Et Laure, voilà, pardon de vous couper. La bonne entente finalement de Laurent Berger et de Philippe Martinez, pour vous, c'est une aubaine? C'est pas une aubaine, je crois que ça participe du travail qui se fait depuis longtemps en intersyndicale. Je sais, parce qu'il nous l'a dit hier, Philippe Martinez, que vraiment il y a une excellente entente entre eux, et que je crois qu'ils sont contents tous les deux. Bon. Merci beaucoup. Laure Malvial, on rappelle que vous êtes responsable de la formation syndicale à la CGT du Tarn. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous sur Sud Radio. Merci à vous. En Espagne, une loi permet désormais le changement de genre dès 16 ans. Oui, les députés espagnols viennent de l'adopter définitivement après des mois de débats parfois houleux au sein de la gauche au pouvoir. À partir de 16 ans, les personnes qui le souhaitent pourront désormais faire changer leur genre sur leur papier d'identité via une simple déclaration administrative. C'était le cheval de bataille de Podemos, le parti de gauche radicale, allié des socialistes au sein de ce gouvernement de Pedro Sánchez. Adoption définitive alors que d'autres pays européens, au contraire, freinent plutôt sur ce sujet controversé. Certains observateurs estiment que c'est la polémique sur une loi similaire qui a poussé à la démission la première ministre écossaise. So today I am announcing my intention to step down as First Minister. Nicola Sturgeon qui expliquait ne plus avoir assez d'énergie pour assurer sa charge à 100%, dit-elle, mais beaucoup y voient un lien avec cette récente controverse. En décembre, le gouvernement de Rishi Sunak à Londres avait utilisé une procédure inédite de veto pour bloquer cette loi écossaise sur la transition de genre dès 16 ans. L'autrice écossaise J.K. Rowling, aussi la maman d'Harry Potter, avait mis toute sa notoriété médiatique dans la balance pour dire tout le mal qu'elle pensait de ce texte. Tout cela a pu contribuer à la lassitude de la première ministre écossaise, même si Nicola Sturgeon a aussi fait les frais du flottement stratégique du côté des indépendantistes écossais en vue des prochaines élections générales. Il faut quand même se poser une question. Que les femmes ont une qualité que les hommes n'ont pas. Elles abandonnent plus volontiers le pouvoir. Oui, je pensais à Jacqueline Nardine en Nouvelle-Zélande, mais ça nous dit des choses aussi de l'époque. Sérieusement, je pense qu'il y a le problème, les turbulences politiques, mais il y a aussi l'idée que cette époque
actuelle pour faire de la politique est quelque chose d'extraordinairement épuisant. C'est ce que je pense. Alors que les femmes abandonnent plus facilement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a 2 exemples à 1 mois d'intervalle. Jacinda Ardern et Nicola Sturgeon, qui sont des bagarreuses. Hein. Nicola Sturgeon, moi je l'ai vu au Parlement en Écosse, c'est vraiment une guérillera. Mais elle lâche parce qu'il y a quelque chose d'épuisant dans la fonction politique aujourd'hui, je pense. Allez, on termine avec cette étrange vente aux enchères à Biarritz des mots d'amour. Oui, des lettres d'amour, mais pas de n'importe qui. On le connaissait peu dans ce registre, des mots doux écrits par Jacques Mesrine. L'ennemi public numéro 1, celui que l'on appelait l'ennemi public numéro 1, avait le corps criblé de balles. Des pièces insolites adressées à Jocelyne de Reich, alias Joyce, avec qui il avait entretenu une relation de 1973 à 1978. Comme nous l'explique le journal Sud-Ouest, Joyce avait vendu en 2010 ces lettres de son ex, des lettres de son ex qui avait été abattu par la police un an plus tard, en 1979, un an après la fin de leur relation. Sur la carte d'anniversaire, Jacques Mesrine avait dessiné une grosse fleur rose d'ailleurs et écrit quelques vers qu'on peut lire. Tu me voles du temps en partageant mes nuits dans des rêves impossibles où l'amour nous unit. De la poésie signée Mesrine. La vente aux enchères débutait à 14h30 cet après-midi à Biarritz. Sébastien, merci beaucoup, Félix vous étiez Mathieu. au courant? Je peux pas être partout, Françoise. Je ne vais pas être sur les parquets de basket et Je peux pas donner du bonheur à tout le monde. Je vous rappelle que vous êtes conseiller municipal de Biarritz. Oui, mais enfin, je peux pas assister aux ventes aux enchères privées en pleine semaine. Et être dans les vraies voies. Ouais, Parce qu'il est dans les vraies voies, c'est l'essentiel. le matin, l'après-midi. Il faut faire des choix de vie, vous savez. Elle lâche pas, elle va rien lâcher. Non, il va rien lâcher. Une sérieuse. Il y a de l'amour dans l'air. Vous restez avec nous. Je l'aime ce Ménard, cette petite Dans Yann. un petit instant, le grand débat du jour sur ce sondage IFOP pour Sud Radio. 66% des Français estiment que malgré les mouvements sociaux, la réforme des retraites pourrait être appliquée, votée et appliquée, alors que 72% des Français sont opposés à ce projet de loi. On en parle dans quelques instants. Vos appels 0826 300 300. Vous dites que ce sondage dit n'importe quoi, ou alors vous êtes plutôt d'accord. On vous attend au standard. À tout de suite. On vous attend au standard aux 0826 300 300. Ça, c'est le numéro des vraies voix. C'est le numéro de Sud Radio. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Nous sommes là, bien 24 heures sur 24. Vous avez un problème de plomberie. Vous avez un problème de chat dans un arbre. Vous nous appelez 0826 300 300. Un problème de plomberie. Oui. Un évier bouché. Voilà. Évier bouché, ça c'est Philippe David. Voilà. Il sait très bien. Il est lui-même un peu bouché, donc il a l'habitude de se déboucher. Il débouche tout le reste. Il est plombier zingueur. En tout cas, nos éditorialistes du jour. Ça c'est vous, François. Ça c'est vous, la dézingueuse. C'est voilà. Philippe Bilger est avec nous, bien entendu, comme chaque jour. On est ravis de l'accueillir. Françoise de Gois, on est ravis de l'accueillir. C'était tellement parlant ce ton. Oui. Et Sébastien Ménard, notre patron de la Food Tech. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et on va revenir sur cette question, sur ce sondage, surtout de l'IFOP fiduciaire pour Sud Radio. 66% des Français estiment que malgré le mouvement social, la réforme de retraite sera votée et appliquée, alors que 72% des Français, Philippe, ils sont opposés à ce projet de loi. Oui, et même si la mobilisation d'aujourd'hui a attiré du monde, on a parlé d'Albi. Il y a quand même moins de participants que lors des 4 précédentes. François Ruffin a affirmé que le 7 mars sera l'épreuve de vérité où on met la France à l'arrêt et où on doit arrêter Macron. Vous étiez dans la rue, venez témoigner. Vous étiez dans la rue en pensant que la réforme allait quand même passer. On vous attend, ou qu'elle ne passera pas, au 0826 300 300. Et on va accueillir notre invité, Fabrice Angei, secrétaire confédéral de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Si vous permettez, on fait un petit tour de table, forcément, avec Philippe Bilger, justement sur cette question. Selon vous, la réforme des retraites peut-elle passer malgré les mobilisations? Pour l'instant, ceux qui votent sur notre compte Twitter nous disent oui à 59%, donc c'est vraiment mitigé. Alors Cécile, pour une fois, je ne vais pas fuir le débat par des interrogations, mais ne croyez pas cela. Mais la situation aujourd'hui devient tellement complexe, me semble-t-il, qu'il est presque imprudent, voire impudent, de formuler des conclusions qu'on croit définitives. Le sondage dont vous venez de faire état est lui-même typique de cette contradiction entre une opposition forte à la réforme sur les retraites et en même temps la certitude que le projet de loi passera. Également, je suis obligé, pardon, je suis un peu long, l'article 7, certains veulent qu'on y arrive, y compris dans l'opposition, d'autres ne le souhaitent pas.
pas. Les républicains sont de plus en plus écartelés. Il n'y a aucune donnée claire depuis plusieurs jours. Alors, on va arriver à quoi? Demain à minuit, je n'en sais rien. Mais il est passionnant de voir, même quand on est de l'extérieur, à quel point cette crise parlementaire et politique pose une infinité de questions que je jugerais passionnantes si la France n'était pas l'enjeu. C'est vrai, Françoise, minute par minute, parfois on a l'impression que ça change en fait. Dimanche soir, les gens de la NUPES et des dirigeants de la NUPES que j'ai eus étaient sur l'idée, c'est inquiétant d'aller à l'article 7 parce que si l'article 7 est voté, ils étaient persuadés qu'Emmanuel Macron avait son compte, eh bien on va partir sur 4 jours en son et lumière sur Macron, la victoire incroyable, enfin toute la mise en scène de communication d'Emmanuel Macron reprise sans beaucoup de distance par la plupart des médias, et ce sera très difficile de remobiliser derrière le 7 mars. Il y avait cette question stratégique, mais ça bouge aussi. Pourquoi? Parce que ils ont repris confiance avec l'article 2. L'article 2 a été retoqué. Le gouvernement n'a pas eu de majorité dans la nuit de lundi à mardi pour l'article 2. Donc ça veut dire que il y a des gens comme François Ruffin, mais moi je suis assez sur ce point. Il faut faire tapis. C'est-à-dire tapis, on enlève tous les amendements, on balance tout et on y va sur l'article 7 parce que dans la rue, les syndicats sont unis, cette union sacrée depuis 30 ans qui n'a jamais eu lieu dans notre pays, même 40 ans quasiment, c'est sur cet article 7. Voilà. Comme Françoise de Goix, vous pensez que l'article 7 peut avoir le même destin que l'article 2 et ne pas être voté? On vous attend au 0826 300 300. Sébastien Ménard. La loi passera. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Après, la réforme, il faut effectivement qu'elle soit votée, mais peut-être qu'il y a peut-être moyen encore, je dirais, de l'amender en pensant à celles et ceux qui ont des carrières très longues. Parce que j'ai vu hier ou ce matin dans la presse justement des comparaisons avec celles et ceux qui avaient démarré à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il y a encore des effets de seuil qui, honnêtement, moi qui suis plutôt, je dirais, dans la majorité du moment, il y a des choses que je trouve encore imprécises et pour pas dire humainement aberrantes. Il faut prendre en considération la pénibilité, il faut prendre en considération celles et ceux qui n'ont pas des carrières à rallonge, mais pour qui c'est une vie de labeur et une vie de travail. Quand on a commencé à bosser... On est au-delà du débat là. Sébastien, je pense que j'entends ce que tu dis sur le plan théorique, mais le débat n'est plus là-dessus. Le débat, il est symboliquement la mesure d'âge et de 64 ans est devenu l'enjeu de la bataille. On va en parler avec Fabrice Andjahi. Merci d'être avec nous. On vous le dit. Alors, on revient sur cette question parce qu'on posait cette question en disant est-ce que finalement la réforme des retraites peut-elle passer malgré les mobilisations? Est-ce que sur le terrain, vous vous dites que la pression est encore suffisamment forte pour que les choses puissent évoluer dans l'hémicycle? Fabrice Andjahi. Oui, la pression est très forte sur le terrain. On l'a encore vu aujourd'hui. C'est une mobilisation qui s'élargit et qui s'ancre. Moi, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, même s'il y avait un peu moins de manifestants, mais on est en pleine période de vacances, on a eu, nous, dans ma ville, j'ai manifesté dans ma ville, à Draguignan, pour ne pas la nommer, des salariés d'un centre de formation qui, pour la première fois, ont participé. Ce sont des femmes, des jeunes, et qui ont dit on sera là le 7 et le 8. Donc, je crois que cette contestation, elle est très forte. J'ai entendu le sondage. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est très clair que cette réforme, elle ne sera pas votée, ou du moins qu'elle ne s'appliquera pas. On ne peut pas faire fi démocratiquement, ça serait très dangereux. C'est une contestation aussi forte, et vous l'avez dit, dans un cadre unitaire que moi-même, je n'ai jamais connu. Je n'ai jamais connu dans mon parcours et ma vie militante. Fabrice Andjahi, quand on voit la mobilisation, on entend depuis des mois, voire quelques années, que les syndicats sont morts. Et là, non, finalement, on se rend compte qu'ils sont toujours vivants et bien mobilisés et bien mobilisants surtout. Oui, je vous remercie de le dire et de le reconnaître. On décriait les syndicats comme has-been, ne captant plus les revendications, les aspirations, les préoccupations des salariés. On voit aujourd'hui que c'est tout l'inverse, que les syndicats, lorsqu'ils sont unis, comme aujourd'hui, sur le cœur du projet, qui est le recul de l'âge de départ retraite, 64 ans, les 43 années d'annuité, c'est-à-dire 2 ans ferme pour tous, on voit bien que lorsque les syndicats sont unis, ils prouvent leur efficacité et chaque organisation syndicale donc dit aujourd'hui que les adhésions affluent. Pour la CGT, c'est plus de 10 500 depuis janvier. Pour la CFDT, j'ai entendu des chiffres équivalents, mais tous les syndicats le disent. Oui, il y a aujourd'hui une appétence pour le syndicalisme qui montre son efficacité.
Mais si vous permettez, on parlait de pénibilité auparavant, juste 2 mots. Bien sûr. Moi, je signale que sur la question de la pénibilité, c'est pas la CGT, c'est une organisation patronale professionnelle qui s'appelle la CABEB, dans les Côtes d'Armor. La CAPEB, excusez-moi, oui, dans les Côtes d'Armor. Donc, c'est les métiers du bâtiment, qui ont réuni un conseil d'administration exceptionnel et qui, dans ce conseil d'administration, ont voté pour le rejet de la réforme, pour son retrait, et ont participé ce samedi dernier à la manifestation dans les villes de Saint-Brieuc. Et ça sera ça le 7 mars. La France à l'arrêt, c'est nous, on demande aux commerçants de baisser les rideaux, de participer aux mobilisations, aux artisans de rejoindre les cortèges. Et ce mouvement-là, il balayera la réforme de son parcours. Philippe Bilger. Vous avez évoqué une appétence pour le syndicalisme. Elle est probablement seulement conjoncturelle. Mais est-ce que vous ne croyez pas, et pardon, ma question est un peu anecdotique, que le miracle de cette lutte syndicale collective vient du fait, et les leaders de la CFDT et de la CGT l'ont dit, c'est que tous les deux, ils sont en fin de mandat et qu'en réalité, ils veulent absolument réussir la fin de leur parcours. Est-ce que vous ne croyez pas que ça a pu jouer un peu sur le plan anecdotique? Ça n'est pas fondamental, mais c'est une configuration très rare. Fabrice Tonchi. Oui, moi ce que je dis, c'est que dans le syndicalisme, dans les syndicats, il n'y a pas de plan de carrière. Moi, je ne pense pas que ça soit la fin de mandat des secrétaires généraux des 2 principales organisations que vous avez citées qui fait la mobilisation aujourd'hui. Il n'y a pas cette volonté-là de marquer, de marquer son passage. Par contre, oui, il y a une volonté de marquer l'histoire pour rejeter une réforme dont personne ne veut, dont 9 salariés sur 10 ne veulent pas, dont 72% de la population ne veut pas. C'est ça qui fonde aujourd'hui la force et la mobilisation et l'unité des organisations syndicales sur un mot clair, qui est le refus de ces 2 années supplémentaires, de ces 43 années d'annuité. C'est ça qui fonde la force et pas des considérations personnelles de fin de mandat. Fabrice Andjei, restez avec nous, 0826 300 300. Philippe qui est avec nous. Rebonsoir Philippe. Rebonsoir. Bonsoir Philippe. Est-ce que vous pensez que cette réforme va passer, Philippe ? Au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, oui. À mon sens, elle passera, puisque mathématiquement, les groupes parlementaires qui sont pour la réforme en général, que ce soit les LR ou Renaissance, sont en majorité à eux deux, même si certains LR font de la résistance. Voilà, sont un peu divisés. Ils font aujourd'hui de la résistance à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils en feront au Sénat? Je doute. Et la NUPES et le RN qui, on a l'impression de se trouver un petit peu dans une cour de récréation, là. Donc oui, ça passera. Moi, je ne suis pas du tout aussi affirmatif que vous. Je pense que on n'est pas à l'abri. J'ai un copain rabbin qui a toujours cette phrase: on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Pour moi, ça serait une bonne surprise. Oui, pour moi aussi, mais bon. Je crois que non. Je pense que tout est convulsif. Je pense que les LR, ça n'est pas si simple que cela. Ils travaillent sous la pression de l'opinion. Ils travaillent sous la pression de leurs électeurs. Ils travaillent aussi sous la pression de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Le problème de cette réforme, c'était qu'elle est en train de se déliter sous nos yeux. À la vitesse du réel. Regardez l'affaire des 1 200 € pour tous. Finalement, le ministre est obligé hier, Olivier Dussopt, de reconnaître que ce sera que 40 000 personnes et que ce sera maximum 100 €. Donc, elle est tellement mal fagotée, ils vont tellement voulu aller vite que moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, de mon point de vue à moi, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Attention, le compte n'est pas si facile pour la majorité. Une bonne surprise pour Françoise de Gaulle, une mauvaise pour Sébastien Ménard? Pas sûr, pas sûr. Non, Françoise a raison, parce que moi je fais partie de celles et ceux qui effectivement disent qu'il faut faire bouger les lignes. Voilà, je prends toujours l'exemple, et on avait eu une fois un de nos auditeurs qui trouvait normal que dans la SNCF on prenne la retraite à 52 ans. Moi je dis non, c'est pas normal qu'on prenne la retraite à 52 balais en 2022 à la SNCF, je suis désolé. Par contre, effectivement, moi je pense à mes opérateurs qui font fonctionner mes usines, celles qui fabriquent la poudre alimentaire, ma chère Françoise. Les insectes, c'est ça? Pas que ça. Mais évidemment, moi je les imagine pas pousser des wagonnets à 60 ou 61 ans, parce que c'est pénible, parce que c'est fatigant. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, qu'ils aient commencé à bosser à 14 ans, 16 ans pour certains, ou qu'ils aient commencé à 21 ans. À 60 ou 61 ans,
on ne peut plus faire physiquement ce travail-là. Et faire croire que dans le Grand Est, parce que mes usines sont là-bas, on va pouvoir se reconvertir dans la French Tech ou je ne sais quoi, je le souhaiterais. Mais c'est pas vrai. Par contre, à 52 ans, on est capable de faire fonctionner un TGV à 55 ans, à 57 ans, jusqu'à 58 ans. Fabrice Angei, je le répète, un secrétaire confédéral de la CGT, on parle du 7 mars, du 8 mars, voire le 9 mars pour les étudiants aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous irez, quoi qu'il en soit, jusqu'au bout? On ira jusqu'au retrait de la réforme, que ça soit par la rue ou à l'Assemblée, on ira jusqu'au retrait de la réforme. Et vous annoncez les 3 dates, effectivement, le 7, une journée France à l'arrêt, le 8, une focale avec la question des femmes, qui seront les premières perdantes de la réforme. On l'a bien vu avec les 1 200 €, y compris qu'aujourd'hui, les femmes, si elles ont des pensions basses, c'est dû à la vie active, avec des salaires bas, avec des périodes hachées, du temps partiel, etc. Donc, c'est pas les annonces gouvernementales, tout le monde a vu que c'est bien des mensonges et que ça n'améliorera pas la situation. Donc, le 8, cette focale-là, dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les femmes. Et puis, j'ai appris, comme vous, la mobilisation à l'appel de l'ensemble des organisations de jeunesse, et des lycéens et les étudiants, mais d'autres aussi, à une journée jeunesse le 9. Donc moi je crois que... Avec un ton plutôt plus dur ou pas? C'est-à-dire vous allez durcir le ton, entre guillemets? Je crois que le durcissement, il a été indiqué dans le communiqué, durcir le mouvement, durcir la mobilisation, durcir l'action. Et la CGT, elle s'est jamais cachée et elle travaille aujourd'hui à des grèves reconductibles, selon les modalités que décideront les salariés, selon les modalités adaptées à chaque situation professionnelle et secteur professionnel. Donc oui, mais le fait du 7, du 8 et du 9, c'est déjà un durcissement. Vous savez, le blocage, tout le monde comprend que c'est le gouvernement qui en est responsable et qui le fait aujourd'hui en maintenant une réforme dont personne ne veut, qui est injuste. Et moi, j'ai bien entendu ce qui était dit. Si je partage pas la question des départs pour les cheminots, parce que c'était des régimes pionniers, je partage effectivement le fait que dans des métiers, on ne peut pas travailler jusqu'à 60, 61 ans ou 62 ans. Et aujourd'hui, la réforme, même pour les travaux pénibles, c'est bien au-delà de 62 ans que ça s'applique, qu'on ait travaillé à 14 ans ou plus tard. On a des réactions 0826 300 300 avec Jacqueline qui nous appelle de Paris. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Bonsoir Jacqueline. Une réaction, Jacqueline. Réaction, je voulais vous dire que ça ira jusqu'au bout, parce que M. Macron, toujours sous l'emprise de McKinsey, bien sûr, a trahi Laurent Berger, qui était son allié. Et Laurent Berger ne lui pardonnera pas, et il restera l'allié de la CGT, que je remercie de s'être battu pendant toutes ces années. C'est intéressant ce qu'a dit Jacqueline, parce que vous allez au fond de la coulisse. Quand tout à l'heure Philippe Bilger posait la question des deux, c'est vrai ils terminent. C'est les événements, c'est les événements qui leur servent la vengeance de 30 ans de lutte syndicale où ils ont été. Le mot est fort, trahison. C'est bien sûr. Pourquoi la trahison? Parce que Laurent Berger, on peut lui rendre grâce d'avoir toujours été sur la même ligne, toujours. 2018, 2019, il a toujours dit. Pas touche à l'âge légal. Et il était prêt à négocier avec Emmanuel Macron pour le changement de système systémique, paramétrique et systémique. Mais à un moment donné, évidemment, Emmanuel Macron est revenu là-dessus. Et effectivement, elle a raison de dire cela. Ensuite, il y a une grande inimitié entre les deux hommes depuis très longtemps, depuis l'époque où Emmanuel Macron était à Bercy. Laurent Berger fait partie des gens qui ne tombent jamais dans l'adoration d'Emmanuel Macron. C'est un problème pour Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est que Laurent Berger, il faut écouter ce qu'il dit depuis 4 ans. Ne touchez jamais à l'âge légal. Il n'a jamais changé de discours. Jacqueline, voilà. vous étiez dans la rue, vous avez été mobilisée. Alors écoutez, je manifeste depuis des années. Simplement, j'ai eu une intervention chirurgicale qui ne m'a pas permis d'être dans la rue. En tout cas, vous êtes avec eux par l'esprit. J'y serai le 7 mars. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, surtout, Jacqueline, on veut vous garder. Et on vous souhaite un prompt rétablissement, bien évidemment, Jacqueline. Merci, mais j'ai toujours résisté. Et je dois dire que c'est la première fois depuis que Macron est là que j'ai vu des manifestations se dégénérer comme ça, comme celle des Gilets jaunes. Excusez-moi. Merci beaucoup, Jacqueline, pour votre témoignage. Retour avec Philippe. Philippe, vous avez dit, si vous êtes toujours avec nous, la réforme ne va pas passer, mais elle n'est pas appliquée. L'affaire appliquée est encore autre chose. Alors, moi, j'ai dit que la réforme va passer. À l'Assemblée nationale, pour moi, la réforme va passer. Maintenant, au niveau de l'application, si vous vous souvenez ça devait être la loi du contrat première embauche, il me semble. Le CPE, oui. Oui.
Voilà, 2005 de mémoire. Qui était une loi qui avait été votée et qui ne s'est jamais vu appliquer. Le décret d'application n'est jamais paru, pour la bonne et simple raison que la rue s'est mobilisée. Les jeunes à l'époque s'étaient totalement mobilisés contre. Moi, j'ai l'impression qu'on va s'orienter plutôt vers ce type de scénario, où à un moment donné... Je crois pas une seconde. Je crois pas une seconde à ça. Philippe, j'aimerais bien. Pourquoi Sébastien Ménard Mais parce que c'est pas le CPE déjà. C'est pas le CPE. Dominique de Villepin n'est pas Emmanuel Macron et réciproquement. Sarkozy était contre et c'est clairement le président Chirac qui avait décidé quelque part de débrancher le CPE. Rappelez-vous, le président Chirac, c'était toute une époque où il disait à la jeunesse de France je ne vous comprends pas. Donc là pour le coup, il avait entendu, il avait retiré ça. Mais Emmanuel Macron n'est pas Jacques Chirac. Emmanuel Macron n'est pas Dominique de Villepin. Le mot de la fin à Fabrice Angéi, vous croyez un destin CPE-esque pour la réforme des retraites, c'est-à-dire elle est votée mais débranchée après? Plus que jamais, mais je crois même qu'elle ne sera pas votée. Donc, on va donc arriver à la victoire même avant. Mais voilà, je veux dire, c'est que je pense que voilà, le mouvement social peut imprimer, n'est pas directement lié au temps parlementaire et qu'effectivement, le combat peut se poursuivre après. Maintenant, je pense qu'il serait très dangereux, je le dis un peu de manière solennelle, très dangereux pour le gouvernement et le président de faire fi de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Merci beaucoup. Parce en tout cas. Au final, c'est la démocratie qui sera en cause. Merci beaucoup Fabrice Angéi, secrétaire confédéral de la CGT. Merci de nous avoir apporté votre éclairage. Vous restez avec nous dans quelques instants. C'est un autre éclairage, celui de la passion pour le quiz de l'actu. Puis là, vous voyez ce qui se passe. Il y en a un qui a sorti son taser, l'autre qui a sorti son poing américain. Ça sent vraiment la grande bagarre dans le studio. Là, c'est comme si ils sont revigorés tout à coup. C'est sûr, oui. Moi j'ai ma batte de baseball là, tu vois. J'ai Ménard à côté de moi. Tu vas voir le basketteur. C'est une batte de baseball en mousse, ne vous inquiétez pas. Laissez les vraies voix jusqu'à 19h. On souhaite la bienvenue. Vous avez eu la chance, le bonheur d'allumer votre radio, d'allumer dans la voiture, d'écouter le DAB+. Et là, comme vous nous écoutez tous les jours, tiens, encore Sud Radio. Mais ça tombe bien, on est là avec vous jusqu'à 19h avec Philippe David. On est là avec Philippe Bilger, on est là avec Françoise Degois, on est là avec Sébastien Ménard, notre patron de la Foodtech. On est là tous ensemble et là, je peux vous assurer que le quiz de l'actu, là, il est bon. Mais il est bon. Allez. Oh là là, qu'est-ce que vous avez fait? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On adore ce quiz de l'actu. Et avec Philippe qui est avec nous, qui nous appelle de Haute-Garonne. Je dis bien Haute-Garonne parce que je n'arrive pas à prononcer ce nom de... Saint-Horace de Gameville. Saint-Horace de Gameville, voilà. Oui, vous pouvez oublier le Gameville, en fait. Et comment on appelle les habitants de Saint-Horace de Gameville? Les Saint-Horaciens de Gameville. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Je n'en ai aucune idée, à vrai dire. Oh non, Philippe. Non, j'ai mon atelier là-bas, mais moi je suis juste à côté. Je suis à Castanet, où on est des Castanéens, voilà. Voilà, un Gamevillien. Ça fait 2 points de moins. Les Castanettes. Arrêtez de parler, on perd du temps. Allez, on perd du temps. Allez, bon, Philippe, on joue contre qui là on s'organise. Contre Françoise. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tout à fait. Le problème, c'est que j'ai tellement frimé que je vais paumer aujourd'hui. Allez-y. Allez, on commence par une question. À qui qu'a dit? À qui m'a dit? C'est pas qui qu'a dit, c'est à qui qu'a dit. Ça veut dire quoi, à qui qu'a dit? À qui qu'a dit quelque chose à quelqu'un. À qui qu'a dit. Voilà. Donc hier, à qui qu'a dit l'ancien maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, à l'Assemblée nationale: je te promets, je vais te casser les dents. Ruffin. Non. Philippe. Aucune idée. Non. Pas du tout. Mathilde Panot. Pas du tout. Non. Un homme. Un homme est originaire du Sud-Ouest. Pas de la Haute-Garonne, mais du Sud-Ouest. Plutôt beau gosse. Véran. Non. Ah bon, il est beau gosse, Véran? Allez. Allez, 3 possibilités. Ouais, Laurent Jacobelli, Louis Boyard ou Aurélien Pradier. Louis Boyard. Pradier. Non. Pradier,
c'est moi qui ai dit Pradier. Pradier, non, C'est j'ai moi, dit c'est Pradier. François. Non, mais vous l'avez t'as dit, pas non, Non, Pradier. il a dit Pradier avant vous, Françoise. Tais-toi, il a absolument pas dit Si, Pradier et tu as il a raison. dit, si, il a dit. Non, il a dit, monsieur il a De dit. Gaulle Non, mais tu pour as un même point vu pour le Attends, Françoise. excusez-moi, Et Françoise, pardon Sébastien Françoise, je vais l'avait appeler dit. Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Macron? Il dit Pradier. Et il dit C'est vrai Philippe que Bilger. c'est l'homme qui- Voilà, c'est l'homme qui murmure Manu. à l'oreille des Non, animateurs. c'est bon, Voilà, c'est comme ça. Allez, un point pour François. Merci, Allez. même Philippe Bilger reconnaît qu'il Même triche. deux. Mais on se fait voler On par va la gauche. passer non, à Allez, une question on y va. parlementaire. Enfin. Quelle loi vient d'être adoptée par le Parlement espagnol pour les femmes? Transgenre, l'agent, la chose. Une loi sur l'endométriose, non? Non, pas du tout. Non, c'est pas là. Oui, non, c'est bonne réponse. Le congé menstruel. Non, Ça mais vient il a d'être dit en deux premier points Philippe. pour Philippe, non, mais Philippe l'a dit en Mais premier. ils Philippe jouent de Saint-Orens. ensemble. Ah ben Oui, on mais est il est avec ensemble. nous dans la même Enfin, équipe, donc ça attends, fait 4 deux. points. 4 points. Ah, mais Non, vous êtes bon, vous êtes bon. Attention, on y va. Oh là là, je vais Deux. perdre. C'est une question prix. Quelle personnalité politique a remporté le titre de personnalité politique de l'année par le trombinoscope? Rouffel. Non. Non, Sandrine Rousseau? non, Bruno Le Maire. non. Mais on remet le prix. Mais non, c'est l'humour politique, pas le prix de la personnalité politique. De l'allure professionnelle du monde politique. Trombinoscope. Trombinoscope. Non. Trombinoscope. Allez plus haut, montez plus haut. Plus haut. Macron. Non, plus bas. plus bas. Elisabeth Bonne, Borne. alors Françoise de Gaulle, plus rapidement. Non, c'est Non, bon, non, allez, c'est nous. Non, là, c'est nous. Non, mais, On revient. Non, ouais, mais ça vous avez, suffit. vous avez dit Non, ça Elisabeth, suffit. pensez à Elisabeth II. Alors, Excusez-moi. Excusez-moi. les deux par Non, Non mais excusez-moi, je vais faire Yael Braun-Pivet. On se calme. Excusez-moi, L'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu 3 propositions. C'était la On vous a première dit en partie. dessous de Macron, Mais c'est On pas perd du grave. temps, Françoise. On perd du temps. On perd du temps. Bon, c'est 2 ou c'est 1? Non mais c'est une question. Voilà. Question qui a dit. Quel ancien secrétaire du PS a dit la NUPES est morte car il y aura 4 listes François européennes? Hollande. Non. Non. LFI devra aller seul. Jean-Christophe Cambadélis. Ah oui. Bonne réponse. Indiscutable, François. Tout est indiscutable depuis le début. Là, je le Non. savais, mais Oh. je l'ai fait. Question Le Je l'ai gars. lu ce matin. Vite. 4-2. Question retraite. Quelle personnalité politique de droite a annoncé qu'elle pourrait partir à la retraite à 57 ans car elle comptabilise ses 43 années de cotisation? Et ben. Dati. Oui, bonne réponse de Philippe Bilger. 4 partout, un duel de titans. Et paf. 6-2, non? Non, Non, 4-4. mais dis donc. Voilà, c'est 4-4. fini, Ah, mais c'est c'est fini. fini, égalité. C'est la première fois que je prends une égalité. Philippe, vous avez gagné. Bravo. Bravo, Philippe. Parce Et que vous ses avez- réponses étaient de meilleure qualité que les vôtres. Mais c'est égalité, c'est 4-4. Non, vous avez gagné. Non, il a Mais gagné. non, mais vous foutez de moi. Eh ben ouais, quelqu'un nous avait dit. C'est comme la réforme des retraites. C'est comme Allez, la ouais, réforme des retraites. Quelqu'un nous avait dit Excusez-moi, qu'elle coupez-les. gagnait tout le temps. Coupez-leur leur micro, Micro, que je fasse un coupez-leur bon leur lancement. micro, Voilà, vous voilà. restez avec nous, on revient dans quelques instants, on fait une petite pause. Le temps que Françoise de Gaulle elle disparaisse définitivement. Voilà, elle disparaissait C'est Françoise de vapeur. Gaulle. Dans un instant, le coup de gueule. Allez, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Philippe, restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Et on vient déjà de passer une petite heure en votre compagnie. On est ravis, comme tous les jours, c'est jeudi. Et les vraies voix du jeudi, c'est Philippe Bilger, c'est Françoise de Gaulle et c'est Sébastien Ménard. On aimerait bien changer les deux de la droite, mais bon, là, c'est là, les deux là. Mais bon, C'est vrai, on comme ça, est mais- obligatoire. non, mais C'est de toute Françoise façon, de Gaulle oui. et Sébastien Ménard. Vous On aimerait verrez. bien vous changer, c'est vrai que. Mais ça arrivera forcément en Aujourd'hui, juillet. oui, J'attends bon. déjà votre turpitude. Oui, non, mais parce vous êtes que sur la liste. Vous êtes sur la liste. Vous êtes en train Va d'être. voir ailleurs si j'y suis. Oui, Non, vous vous trouvez pas Philippe qu'elle David est plus étant sur torte que vous. moi? Oui, vous déteignez sur Cécile de Minibus. C'est affreux. Ça aurait pu être dans l'autre sens. Vous auriez gagné en gain, bonté, énergie et honnêteté intellectuelle. Mais là, c'est elle qui descend. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je propose au patron de Sud Radio de troquer une blonde pour une blonde, si vous n'êtes pas contente, Cécile. Oui, c'est ça. Voilà. Et un chauve pour un presque chauve. C'est d'accord. Je sais pas, mais Cécile, je sens attendez. qu'un coup d'État est en train d'arriver. Oui, un peu Philippe David, excusez, laissez-nous réfléchir. C'est non. Mais on garde Bilger tous les jours. Ah bah bien sûr, non mais bien sûr, c'est une institution, c'est-à-dire c'est là. raisonnable. Est-ce que vous enlèveriez la Tour Eiffel de Paris? Non. Et ben voilà, Bilger c'est pareil. Allez, tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et je vais pousser un coup de gueule sur On les se frotte les mains, c'est députés pas bon signe.
qui font la leçon à tout le monde. Alors j'en ai marre de ces députés qui ont parfois été élus sans jamais avoir travaillé de leur vie et qui nous expliquent ce qu'est le monde du travail. Même chose pour ces députés qui nous expliquent comment doit fonctionner une entreprise alors qu'ils sont parfois des professionnels de la politique depuis 20, 30 ou 40 ans et qu'ils n'ont jamais été ne serait-ce qu'au codir d'une boîte ou qui n'ont jamais dirigé une boîte. Il me fatigue. Alors pareil pour ceux qui nous donnent des leçons d'histoire absolument extravagantes en nous expliquant que Stakhanov, égérie de Staline, était mort au travail à cause du libéralisme, alors qu'il est mort 3 ans après sa retraite d'une crise cardiaque. Je trouve ça absolument effarant de voir toutes les bêtises qu'on entend venant de nos députés. Alors lors de la dernière législature, on avait les députés Playmobil. Aujourd'hui, on est passé aux députés Zozo. Finalement, c'était pas si mal le bon vieux temps des godillots. Je comprends pas. Qui vous visez exactement. D'abord, alors pour l'affaire de Stakhanov, c'est une députée qui s'appelle Ercilia Soudet qui a raconté n'importe quoi. Non, écoutez, soyez sympa. Moi, j'entends ce que vous dites, mais cette dénonciation, elle fleure bon le populisme. Non, c'est pas le populisme, elle fleure bon ce que les gens, vous pensez qu'ils ont envie d'entendre. Moi, je pense qu'on peut absolument il le pense vraiment. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je dis pas que lui, mais on peut être un très bon député, comprendre le fonctionnement d'entreprise sans jamais été entrepreneur. Je comprends pas cette idée-là que vous faites aux gens, aux patrons, comment il faut faire. Mais vous pensez, Françoise, qu'on peut être très bon, mais bien sûr, je le crois, bien sûr. Jamais avoir. Bien sûr, je pense que. Mais regardez, un directeur d'hôpital n'est pas un médecin, par exemple. Tous les grands directeurs d'hôpitaux ne sont pas médecins. La plupart. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. C'est-à-dire que vous considérez que c'est une essentialisation. Donc, en réalité, vous ne pouvez parler que des sujets que vous connaissez. Autant vous dire qu'il n'y aurait jamais d'émission comme Les Vraies Voix. Et vous ne pouvez pas. Vous pouvez devenir un expert de quelque chose que vous n'avez pas pratiqué. Je dis pas ça. On peut apprendre, mais sans donner les leçons. Mais et là, on se prend des dons de leçons en permanence. Mais non, mais si vous prenez les leçons pour des convictions. On a des convictions. On a le droit d'avoir des convictions. On a le droit d'avoir la conviction que, effectivement, ce plan-là sur la loi travail, on ne le veut pas. Celui-là sur la retraite, on ne le veut pas. C'est ça que c'est trop facile, en fait. D'habitude, vous m'avez habitué à plus de sophistication. Je comprends pas ce soir. En réalité, souvent, le sujet de Philippe, derrière la parentaine, c'est l'indignation elle-même. Vous riez. Non, mais c'est un peu ça. Oui. Mais on peut discuter. Françoise n'a pas tort. On a, par exemple, pour les gardes des Sceaux, on a souvent considéré qu'il fallait un grand politique pour être garde des Sceaux. Et surtout pas un professionnel. Le pire, ça a été Arpaillanche, tout de même. Arpaillanche, oui, mais est-ce qu'on n'a pas plus confiance en Sébastien Ménard, qui est un entrepreneur, de parler de l'entreprise, que d'une Françoise de Gois ou de quelqu'un d'autre? Je suis pas d'accord. Mais pas à cause de l'entreprise, parce que Françoise est socialiste. C'est pas parce qu'elle n'est pas. Non, mais je suis sérieux. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. C'est une question de conviction. Je suis capable de comprendre le monde de l'entreprise, comme je suis capable de parler de la politique aux États-Unis. Ouais. Je suis capable d'avoir travaillé sur plein de sujets et d'avoir un point de vue. Oui, mais survolé, c'est pas survolé. Sébastien Ménard. C'est encore un survol. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Non. Là où je suis d'accord avec Françoise, on a le droit de s'exprimer sur tout. Oui, bien sûr. On n'a pas besoin d'être spécialiste, diplômé, doctoresse, etc. Voilà, ça c'est la première chose. Par contre, ce qui est certain, là où je suis d'accord avec Philippe David, c'est qu'on a, en tout cas, de plus en plus, malheureusement, des espèces d'ayatollahs de la vie publique ou dans la vie publique qui viennent nous expliquer comment nos entreprises doivent tourner. Oui. Ça, je suis désolé. Moi-même, avant d'être entrepreneur, j'ai été dans la haute fonction publique, j'ai fait plein de trucs. La réalité, c'est qu'il y a quand même un sas entre le moment où tu sors de la rue de Varennes et le moment où tu prends tes responsabilités, tu prends ton mandat social et tu te cognes ton CSE, etc. Vrai, c'est faux. Voilà. Non, il y a quand même. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui font le truc inverse. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui reviennent. Je vais terminer, s'il vous plaît, Françoise. Je dis non, je ne caricature pas. Je dis simplement que les choses ne se décrètent pas. Voilà, ça s'apprend. Il faut du temps, il faut du travail, il faut une équipe. Et effectivement, la mue est possible. Oui, l'expérience, ça se décrète pas. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est certain, là où je suis d'accord avec vous, Philippe David, c'est qu'on ne peut pas laisser des espèces de pitres avec une écharpe tricolore nous raconter comment doit fonctionner le pays. Alors là, moi, c'est le pitre. Je vois bien à quoi vous faites allusion.
je pense toujours aux gens qui sont spécialistes des relations internationales, par exemple. Eh bien, on n'a pas besoin d'être passé par le Quai d'Orsay pour être spécialiste des relations internationales. Mais c'est pour ça que je trouve extrêmement caricatural et ce que vient de dire Sébastien, un peu moins, et ce que tu viens de dire, Philippe, parce que je crois vraiment, moi, qu'on peut avoir un point de vue en ayant travaillé. On a le droit de c'est pas ça. Mais laissez-moi finir. Non seulement un point de vue, mais une position politique et la tenir en ayant une compréhension profonde de tous les sujets. Sinon, alors écoutez, il n'y a plus de députés. Hein. Vous avez que des députés. Vous mettez un avocat, c'est un désastre en tant que garde des Sceaux. Vous mettez un industriel au ministère de l'Industrie, c'est un désastre. Vous comprenez bien pourquoi ça fonctionne pas comme ça. Chaque fois que vous avez mis des professionnels de la profession, ça a foiré. Regardez Jean-François Mattei. Regardez le désastre de ministre de la Santé. Je ne crois pas que ce soit ce que disait. Mais si, c'est exactement ce qu'il dit. Non. C'est ce que vous dites. Vous avez mal compris. Alors, par contre, on va passer à Félix Mathieu maintenant. Si ça. Il faut avoir pratiqué pour pouvoir en parler et prendre et adopter une position politique. Mais maintenant, c'est Félix Mathieu. C'est ce que vous avez dit. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que vous dites. Mais pratiquer ne veut pas dire une expérience. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Allez, Félix Mathieu, sans surprise, le premier hashtag de Twitter est le suivant, grève 16 février. Avec les villes moyennes à l'honneur, Fred partage une vidéo. Aujourd'hui, l'épicentre de la révolte contre la réforme des retraites, c'est à Albi, écrit Fred, tandis qu'avec ce tweet de la CFDT Bretagne, là on passe plutôt en mode teufeur. Du gros son pour la CFDT Bretagne qui écrit « Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, forte mobilisation au départ du cortège de Rennes ». C'est ce qu'écrit le syndicat en Bretagne. Qui dit mieux, vilain syndicaliste, nous parle du Puy-en-Velay. Les manifestations et la pétition qui, lors de votre déclaration, dépassaient les 1 million de signataires. Plusieurs milliers de personnes au Puy-en-Velay, écrit ce compte militant du côté de la capitale. À Paris, mobilisation en baisse, 300 000 personnes selon la CGT, mais beaucoup évoquent déjà les 7 et 8 mars. Quant à la polémique sur les amendements qui empêcheraient l'Assemblée nationale d'aller jusqu'à l'article 7, Jean-Luc Mélenchon y a répondu depuis Albi en appelant les députés, je cite, à ne pas se précipiter vers cet article clé de la réforme. Le leader insoumis critique, c'était à Montpellier d'ailleurs, pas Albi, il critique le retrait incompréhensible selon lui d'amendements communistes. Et on évoquait tout à l'heure la démission de la première ministre écossaise. Nicolas Sturgeon a d'ores et déjà un successeur potentiel. Oui, il s'est déclaré candidat sur Twitter et la première ministre démissionnaire lui a d'ores et déjà donné sa bénédiction. Oui, vous reconnaissez, candidat insolite, on l'a rarement vu dans un parlement, mais plutôt sur des cours de tennis. Andy Murray a ironisé sur Twitter sur son possible avenir politique après cette démission. Un poste vacant, intéressant. Je cherchais justement à entrer en politique après avoir fini de jouer, écrit le sportif écossais. La chef du gouvernement, la principale intéressée, y a répondu. J'ai dit que je ne soutiendrais personne pour me succéder, mais là, avec 3 petits points de suspension lourds de sous-entendus pour Nicolas Sturgeon, la première ministre sortante, qui ajoute quelques émoticônes. Donc quand même, si on n'avait pas compris que c'était plutôt ironique. Mais après tout, parmi les candidats sérieux dans son camp, son parti indépendantiste, aucun ne se dégage. Andy Murray, quant à lui, à 35 ans, a vu sa carrière perturbée par ses problèmes de hanche. Il avait même envisagé sa retraite sportive dès 2019. Alors, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir pour le gouvernement écossais. Il fait toujours intéressé à la politique. Oui, absolument. Mais je ne suis pas certain qu'il soit indépendantiste. Quoique, ça me fait penser aux grands footballeurs du Barça comme Gérald Piqué, indépendantiste, soutenant la cause de la Catalogne indépendante, c'est vrai. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec le tour de table de l'actu des vraies voix, l'actu qui les intéresse, dont ils ont envie de parler. 0826 300 300, c'est votre numéro. Vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, bien entendu. Je rappelle son livre, Si elle se tait, l'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. Ma chère Françoise, Sébastien Ménard, entrepreneur de la food tech, entre autres. Et puis un président heureux, Sébastien Ménard. Très très heureux. Ouais. Très très heureux. Ça va le basket ? Ça va plutôt pas mal. Ouais, ça remonte. Ça remonte même très fort. Oui, à Pau. Oui, à Pau. On a un peu de Pau à Pau. C'est votre tour de table de l'actualité, je crois. Allez, on y va. Voilà, c'est le tour de table de l'actualité. Je vais vous parler de... Attendez, bougez pas. À tout de suite, c'est le jingle. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finaux. On va faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité.
Et il va pas faire demi-tour, il va aller tout droit, Sébastien Ménard. Yes, parce que après on parle d'actualité régionale, moi je parlerai d'actualité nationale ou internationale incontournable, c'est-à-dire le retour parmi l'élite de mon club, celui que j'ai l'immense bonheur de présider, à savoir l'Élan Béarnais Pauillac-Orthez, qui retrouve l'élite parmi l'élite. Voilà, après avoir battu Paris la semaine passée et on est repassé de l'avant-dernière position à la 12e position. C'est beau ça. On s'est qualifié hier soir dans une ambiance de Coupe de France, donc pour le quart de finale de la Coupe de France après une victoire 92-83 face au Portel. C'est où le Portel ? Dans le Nord, Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, exactement. Absolument. Voilà, à côté de Dunkerque. C'est exactement ça, parce que bien sûr, si l'important c'est de participer, le meilleur, les amis, c'est quand on gagne. Et hier soir, l'Élan Béarnais a gagné, et j'ai donc admiré encore, parce que la coupe, vous savez que la coupe, elle est physiquement au Palais des Sports de Pau, donc je la caresse, je la touche, je l'ai embrassée, et c'est voilà. Donc que ce soit dans le sport, on aime l'ambiance des Coupes de France, n'est-ce pas, mon cher Philippe David ? Mais il y a une magie supplémentaire, je trouve, moi, dans les Coupes de France, qui n'existe pas dans le championnat. Parce qu'il y a cette espèce de mort subite à la fin du match. C'est-à-dire que vous bossez, vous jouez, et là, il n'y aura pas de match retour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est fini. On y va, on gagne. Il y a ces petits poussets. Alors, même si effectivement le club que je préside est un grand club du basket français, vu les contraintes dans lesquelles j'ai été amené à présider ce club, c'est-à-dire une contrainte de masse salariale, un gendarme financier, etc., nous, on ne peut pas recruter. On peut pas recruter. Donc on joue à 7 ou 8 joueurs depuis le début de la saison, là où des équipes comme Monaco, comme l'Asvel ont un banc, c'est-à-dire 5 joueurs de plus. Je rappelle, 5 joueurs sur le terrain pour le basket, 5 joueurs sur le banc et un arrière-banc avec parfois 5 joueurs venus tout droit de NBA. Bref, hier c'était un exploit à la fois collectif et individuel. Le club re-rentre dans sa légende et je suis très fier et très heureux de féliciter mes petits gars qui ont fait un match incroyable. Françoise Degois. Une réaction ? Oui, parce que moi j'aime infiniment à l'époque, parce que c'était plus ça, maintenant il a déménagé, mais j'aimais l'ambiance folle à la Moutette. La salle de la Moutette à Orthez, c'était le marché couvert, c'était fabuleux, c'était inimaginable. Je me souviens de Hufnagel qui jouait. C'était l'époque. Il y avait Murphy, un Américain qui était fabuleux. Il y avait Freddy Hufnagel, il y avait Murphy, c'était délirant. Ils avaient gagné la Coupe Korac. Une espèce d'ambiance. J'ai jamais vraiment aimé le basket, mais en fait vous étiez obligé d'être embarqué. Voilà. Donc j'ai une pensée pour la Moutette. Je sais que c'est le passé. Vous jouez maintenant au Palais. Maintenant on joue depuis 30 ans au Palais des Sports de Pau, qui est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle salle de basket de France. Limoges est belle. Vous seriez prêt à filer un coup de main aux joueurs de Sébastien Ménard ? Vous ne leur avez pas dit, et la tendresse Portel. Je n'ai rien d'autre à dire. Vous avez déjà. Non, mais un match de la Moutette, c'était magnifique. C'est vrai. Et bien justement. Le bon mot, c'est bien, Philippe. Mais il faut bien le placer. Mais je vous place mon rib, c'est encore mieux. Philippe Bilger, c'est un hommage que vous voulez rendre ce soir à Raquel Welch, décédée à l'âge de 82 ans. Quand j'ai appris qu'elle est. Pardon. Quand j'ai appris qu'elle était morte à 82 ans, me sont remontés des souvenirs. Je me vois encore. Dans le quartier Barbès, où il y avait des cinémas. J'allais voir notamment Raquel Welch dans un film. Ce qui m'a frappé chez elle, outre sa beauté, ses pulposités indéniables, c'est le fait qu'elle a été très progressiste, puisque ça a été la première actrice blanche à embrasser à l'écran un acteur noir qui s'appelait Jim Brown dans un film, Philippe, sous votre contrôle, votre mémoire va fonctionner, qui s'appelait, je crois, Les Sans-Fusils de Tom, le réalisateur, c'était Tom Grise. Et elle est restée dans l'histoire du cinéma plus à cause de cette première qu'à cause de la qualité de ses films. Mais c'était une très belle femme, et vraiment, quand elle est morte, elle avait 82 ans, j'ai eu un coup au cœur. Eh ben, on a un son, on va l'écouter. Even though it depends a lot on luck, when the opportunity does arise, you have to be prepared for it. If you have the background and the training and the ability, then you could take advantage of it. If you don't, then it just goes by and forget about it. You've lost it. Elle disait qu'il faut savoir saisir les opportunités dans la vie et pour avancer. Alors, moi, j'ai découvert dans la presse ce matin
que en fait Raquel Welch était pas Welch. Welch était la Jennifer Lopez des années 60. Bien en sûr, fait, c'est ça, ouais. je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'elle était d'origine vénézuélienne par son père. donc latino, et elle l'a longtemps occulté. Voilà. Et après, ce que je ne savais pas non plus, c'est que aucun des films, j'ai regardé la filmographie, je n'ai vu aucun de ces films. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'elle ait fait que des navets, mais je pense qu'à mon avis, on l'a cantonnée à un rôle de potiche sexuée, ce qui est plutôt dommage. Voilà. Elle prenait de la place tout de même. Un mot, Françoise Degois, sur Raquel Welch. Bien sûr, Raquel Welch, iconique. J'ai dû voir des films et vous voyez, on a un mal fou à se les remettre. C'est pour ça que je pense que je suis d'accord avec vous, parce que ça correspond à une part de votre enfance profonde. Mais c'est vrai que c'est pas un monstre sacré. C'est une immense icône, mais ça n'est pas le monstre sacré. Le jour où Sophia Loren va mourir, par exemple, je pense que là, il y aura... ce sera différent. Votre tour de table, Françoise Degois, direct sur le Japon. On va écouter un son, tiens, vous allez comprendre. Pays que j'adore. Vous vous souvenez, ça c'est R2D2, notre merveilleux petit robot de la guerre des étoiles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, voilà, parce que petit robot. Bien sûr, moi j'aime évidemment infiniment le Japon, qui est un pays aussi paradoxal qu'extraordinaire. Et le côté obscur. Et ouais, mais c'est un pays exceptionnel, le Japon. Là, on va avoir la cerisier. En même temps que les cerisiers vont fleurir, qui est sacré tous les jours, vous savez, les journaux indiquent l'heure à laquelle les cerisiers fleurissent sur l'archipel. Eh bien, vous avez les premiers robots livreurs qui vont arriver dans les rues. Robots livreurs qui s'installent. On commence par Tokyo. Ce qui est très intéressant, c'est que le créateur de ces robots livreurs a demandé à ses ingénieurs de travailler sur un robot livreur qui soit à la fois aimable, humain et bien élevé. Autrement dit, vous pouvez pas être livreur, vous, Philippe David. Voilà. Je le fais avant que vous la fassiez. Hein. Et avec cette explication, vous aurez mis le colis en plein visage. Et avec cette expression que j'ai trouvée géniale, les robots arrivent nouvellement dans la société humaine. C'est la raison pour laquelle il faut qu'ils arrivent avec de l'humilité. Le Japon a même changé son code de la route pour permettre aux robots livreurs de circuler dans les rues de Tokyo. Sébastien Ménard, vous imaginez un robot livreur qui livre votre food tech chez Françoise Degois, comment il va réagir? Alors moi j'imagine ça plutôt bien, mais je lui donne un pourboire déjà, moi je fais partie des gens qui donnent des pourboires aux livreurs. Mais est-ce que l'intersyndicale internationale est d'accord pour remplacer des livreurs en chair et en os par des livreurs robots? J'ai oublié de dire pourquoi le Japon fait ça, parce que 125 millions d'habitants et une pénurie en fait d'emplois de livreurs. C'est ça, hein, je veux dire. Là, depuis des années, le Japon est confronté à une pénurie de ces petits travaux manuels. Philippe Bilger, un mot? Non, mais c'est intéressant. Ils sont très mignons. Ils sont vraiment très mignons. Ils sont cubiques en fait. On dirait des petits cubes qui se déplacent. Moi aussi j'ai des amis qui sont cubiques. Ils ont des petits cubes qui se déplacent et ils parlent. C'est-à-dire que par exemple, ils disent excusez-moi, je m'arrête au feu rouge. Bzzz, ils s'arrêtent. Mais comment ils signalent quand ils arrivent à destination? Ils se signalent avec comment dirais-je, des sons, des bruits. Ils parlent. Non mais ils sont au micro. Dis non, tu vas descendre, j'ai un colis pour toi. Non, ils parlent, ils s'expriment dans un petit gazouillis, c'est extraordinaire. On va gazouiller quelques instants puisqu'on va revenir pour le coup de projecteur suite à ces différents blocages. Finalement, la France Insoumise a retiré ses milliers d'amendements, une illustration qui pour certains montre visiblement les limites de la stratégie insoumise face à cette bataille parlementaire. Est-ce que qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez l'impression d'être exclu de cette politique stratégie politique, oui, avec le RN aussi, qui pose une motion de censure qu'il n'a aucune chance de passer. Vous trouvez que ce débat c'est devenu incompréhensible pour vous? On vous attend au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que vous, bien sûr, au 0826 300 300, venez nous dire ce que vous en pensez de cette situation. Le coup de projecteur, on va revenir sur la multiplication des amendements pour bloquer le texte de la France Insoumise qui a finalement décidé de retirer ces milliers d'amendements. Illustration étonnante qui montre peut-être la fin de la stratégie, ou en tout cas une stratégie un peu compliquée pour la France Insoumise face à cette bataille parlementaire. Philippe, on va en parler bien sûr dans un instant. Oui, on va parler dans un instant et
en même temps le RN qui dépose une motion de censure qui n'a aucune chance de passer. Est-ce que vous comprenez encore ces batailles parlementaires, ces stratégies? Vous êtes de plus en plus nombreux à dire que vous n'y comprenez rien. Justement, on vous attend au 0826 300 300 pour en débattre avec les vraies voix. Et Olivier Roucan est avec nous, chercheur associé du Centre d'études et de recherche des sciences administratives et politiques de Paris 2. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Petit tour de table avec vous. D'abord Philippe Bilger. Est-ce que finalement la France insoumise a plié devant l'intersyndicale, et est-ce que aujourd'hui les Français ne se sentent pas un peu exclus de cette stratégie politique? Alors sur cette question, je ne me sens pas du tout exclu de ce qui se passe dans la vie parlementaire, aussi chaotique que puisse apparaître peut-être le processus à l'Assemblée nationale. Non, ce sont des stratégies que le citoyen peut appréhender, au sujet desquelles il est très largement informé, et je veux dire, je n'irai pas soutenir, comme la question le laisse entendre, qu'il y a quelque chose d'hermétique dans tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Cela résulte probablement, et d'abord, sous l'écoute d'Olivier Roucan, du fait qu'à mon avis, on a peut-être pour la première fois, dans une majorité face à une majorité relative, deux oppositions totalement contradictoires, dont l'une d'ailleurs n'est pas cultivée par l'autre. Même quand il s'agit de formuler un jugement à charge définitif contre un pouvoir. Donc je vois cela comme ça. D'abord, je suis d'accord avec Philippe pour dire que les Français sont très politiques, qu'ils comprennent absolument tout ce qui est en train de se passer à l'Assemblée. On ne dit pas qu'ils ne comprennent pas, on dit qu'ils se sentent exclus. Je ne pense pas qu'ils se sentent exclus, ils sont représentés par leurs députés. Je crois qu'il y a deux stratégies, je l'ai déjà expliqué, mais je le redis, je pense qu'au sein de la France Insoumise et au sein de la NUPES, c'est pas simplement la France Insoumise, la NUPES, il y a la stratégie qui consiste à dire attention, si on va au vote de l'article 7, si nous sommes battus, nous tuons la mobilisation du 7 mars. Et ça, on peut complètement l'entendre, parce que il y a des gens qui sont des experts, en tout cas des députés qui connaissent parfaitement le terrain et qui sont absolument persuadés que si Emmanuel Macron n'a pas encore les députés qui lui manquent, il peut les acheter, mais il n'est pas le premier ni le dernier à le faire, à la dernière minute, en coup de Trafalgar, en négociant un article supplémentaire sur les annuités, et du coup, tout le monde se retrouve gros gens comme par devant. Marine Le Pen, c'est une autre stratégie. Marine Le Pen n'existe pas depuis le début de ses retraites. Elle n'est pas dans la rue, parce qu'on sait très bien que ça n'est pas sa culture, et même si le Rassemblement national applaudit les manifestations, on sait très bien que le RN n'est pas bienvenu dans les manifestations, et vice-versa. Et elle n'est pas à l'Assemblée. Les gens qui ont tenu le débat, c'est quand même la NUPES, et également les Républicains. On a très peu entendu le Rassemblement national. Marine Le Pen, du coup, veut exister, ne veut pas laisser à la gauche l'idée que c'est elle qui aurait pu mener et peut-être gagner sur l'article 7. Moi, je trouve dommage qu'on ne le vote pas, mais je peux entendre la stratégie qui consiste à dire attention, si on va au vote, si nous sommes battus, on tue la mobilisation syndicale. Je peux absolument l'entendre, et je crois que les Français le comprennent. Sébastien Ménard. Ouais, moi, je pense aussi que les Français comprennent parfaitement que le droit d'amendement au Parlement, certains, alors évidemment quand on est dans la majorité on parle de guérilla, voilà. Bon, la plupart du temps, sauf cette majorité, parce que c'est un fait historique, cette majorité finalement n'a que peu ou pas connu l'opposition. En tout cas, certains individuellement oui, mais ils ne connaissent que le pouvoir majoritaire. Mais pour celles et ceux qui sont aujourd'hui dans la minoritaire, mais qui ont été dans la majorité, connaissent très bien les possibilités que nous offre la Constitution, les possibilités pour chaque parlementaire de par, je dirais, des amendements, des suramendements, etc. Record d'amendements en 2006, 146 000 amendements sur le projet de loi énergie. C'est de la tactique, et j'ai pas envie de dire que c'est de la tactique politicienne. D'habitude, j'ai l'habitude de le dire, mais c'est une tactique politique, c'est une stratégie politique au service. Et là, c'est tout à l'honneur de la NUPES, ça peut être aussi tout à l'honneur de Marine Le Pen, etc., pour défendre des valeurs. Voilà, c'est un moyen comme un autre. Ce sont des munitions pour défendre les valeurs auxquelles ils croient. On a un auditeur qui nous dit, Ludovic de Mathieu nous dit, sur une question aussi sensible, il n'aurait pas fallu faire obstruction à la démocratie, proposer de vrais débats parlementaires ou civils avec des arguments à opposer et à soumettre à un référendum. Excusez-moi, voilà. Moi je regarde les débats juste en une seconde. Je regarde tous les débats sur la chaîne parlementaire. Ils bossent, les députés. C'est pas parce que nous, les médias, on retient que deux engueulades entre deux députés. Non, mais ils auraient voulu l'entendre peut-être. Mais ça serait bien qu'on le diffuse aussi, nous. Voilà. Olivier Roucan.
Petite réaction, est-ce que on va vous reposer cette question, est-ce que vous avez l'impression que toutes ces stratégies politiques excluent finalement le citoyen ? D'abord, il est au courant, parce qu'on en parle beaucoup, donc l'exclure, non. Maintenant, est-ce qu'il comprend les arcanes ? Bon, on sait très bien que les institutions sont complexes, que le droit constitutionnel, c'est une affaire de spécialistes. Ceci étant dit, la stratégie du piratage par dépôt de beaucoup d'amendements, c'est pas nouveau, donc il sait ce que c'est. Voilà. Le fait qu'on parle beaucoup de ces empoignades, ça lui permet quand même de se saisir de la question des 64 ans, l'index senior, tout ceci est passé dans l'opinion et on voit bien que les manifestations, la mobilisation lui permettent de s'informer. Donc, je pense que les Français sont informés. La question, c'est si on ne veut pas qu'ils retiennent simplement que ce qui se passe à l'Assemblée, c'est de la politique spectacle, on pouvait faire un peu différemment, c'est-à-dire, par exemple, avoir un texte resserré dans le cadre de la loi de finances rectificative et avoir un texte différent, une autre loi pour s'occuper sérieusement, longtemps, de la pénibilité, de l'index senior et d'autres questions relatives au travail. Vouloir tout mettre et dans un délai très resserré via le 47.1, ça empêche quand même de poser certains problèmes de fond qui n'ont pas en plus été débattus pendant la présidentielle, parce qu'on a eu une présidentielle qui n'a pas permis un débat public sérieux et profond. Alors tout ceci se cumule et ça peut arriver aujourd'hui à donner cette impression et une impression qui est retenue, parce que dans les sondages, on voit quand même bien que les Français ne sont pas contents. Ils disent que le gouvernement n'a pas été clair et transparent sur le contenu de la réforme, et ils disent aussi très majoritairement aujourd'hui qu'ils ne sont pas contents du débat tel qu'il se déroule. Donc il faut quand même entendre ces signaux. Oui, juste pour préciser, c'est le véhicule législatif, le point de départ, c'est le véhicule législatif choisi, le 47.1, c'est ça le point de départ. Le point de départ qui fausse tout, qui castre absolument tout, c'est ça. Je suis désolé. Dire qu'on va discuter d'un texte aussi fondateur, quasiment civilisationnel, qui est écrit à la va comme je te pousse, avec l'article le plus important qui est mis en 7e position. Ça veut dire qu'on ne veut pas le discuter au fond, cet article. Sinon, on l'aurait mis article 1, le délai légal change. Eh bien, la première responsabilité, c'est celle d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Vous pensez, comme Olivier Roucan, qu'on a pris trop peu de temps pour faire ce débat? Appelez-nous au 0826 300 300 où on rejoint Philippe, notre vraie voix du jour. Bonsoir Philippe. Bonsoir. J'écoutais avec intérêt ce que disait Françoise sur le report de cet article 7, qui est le fondement, tout du moins, de cette réforme, qui est pour moi une réforme de toute façon, qui est une réforme de tableau Excel. Le pilier de la grogne. Voilà. Maintenant, ce que le citoyen, je pense que ce que le citoyen interprète de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, c'est pas très glorieux. On a déjà du mal aujourd'hui à savoir ce qui est la droite et la gauche. On ne sait plus. On ne sait plus. On a des gens d'un côté qui font du buzz. Je me souviens avoir vu un autocollant dans la rue à Toulouse sur l'une des membres en disant que c'était l'humoriste préféré des Français. De l'autre côté, on a des gens qui, comme vous disiez tout à l'heure, qui ne s'expriment pas énormément. Quand ils s'expriment avec une motion de censure ou avec une motion référendaire, de l'autre côté, ah non, surtout pas, on ne va pas voter. Nous, citoyens, on ne comprend plus ce qui se passe. On ne comprend plus. On a une opposition qui devrait être, que ce soit la NUPES ou le RN, qui devrait nous soutenir, quel que soit le bord. Ces gens ont quand même fait une sacrée part de vote lors de l'élection présidentielle. Donc moi, je ne comprends pas, en tant que citoyen, je ne comprends pas les querelles de chapelle, en fait, des querelles politiciennes, des querelles de chapelle qui s'instaurent et où nous, citoyens, nous sommes les perdants en réalité de cette querelle qui, pour moi, c'est pas de la stratégie politique, c'est de la stratégie politicienne. Olivier Roucan, vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas de la stratégie politique, mais de la stratégie politicienne? Encore une fois, le Parlement sous la Ve République, on lui donne rarement, finalement, les moyens d'un débat, je dirais, qui semblerait serein.
Il le fait, mais ça ne passe pas le périphérique. C'est-à-dire, on en rend mal compte. Et en plus, l'exécutif utilise régulièrement et depuis très longtemps des outils qui sont là, qui sont constitutionnels pour accélérer, pour rationaliser le vote de la loi. Donc, les députés sont obligés, je pourrais dire, pour faire parler d'eux et pour faire passer un peu un message politique, sont obligés, alors le terme a été utilisé aujourd'hui, de faire le buzz, ou hier de créer le scandale, parce que c'est le moyen qu'ils ont pour aborder, pour faire passer leur message. Alors c'est caricatural, les Français le perçoivent souvent mal, mais ils sont un peu coincés, ces députés. Donc leur faire ce reproche me semble aujourd'hui un peu, je dirais, un peu à côté de la plaque. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut poser la question des institutions un jour ou l'autre et redonner de l'oxygène aux parlementaires et d'ailleurs aussi au gouvernement, qui est coincé entre le Parlement et le président. Sébastien Ménard. Alors, pardonnez-moi, monsieur, moi je trouve que c'est moins vrai aujourd'hui, et c'est un macroniste qui dit ça, c'est moins vrai aujourd'hui, l'histoire de « on fait le buzz ». Ça, c'était probablement très vrai quand les majorités étaient pas relatives, étaient vraiment majoritaires, absolues, écrasantes, etc. Où là, les types on était dans de la politique politicienne, où le mec faisait sa grande tirade, etc., pour tenter d'exister. Là, c'est différent. Moi, je regarde ce que fait la NUPES, notamment. Non, ils sont au service de leurs valeurs. Alors, évidemment, parfois, vous avez des dérapages, vous avez quelques effets de manche, vous en avez certains qui veulent briller, etc. Mais ils portent une vision, et là je suis d'accord avec Françoise, ils portent une vision du monde différente, voilà, et ils utilisent, je dirais, l'ensemble des outils parlementaires, législatifs mis à leur disposition. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'avant 2017, les parlementaires des partis classiques n'avaient pas de valeur et ne faisaient pas leur travail parlementaire. Il n'a pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, mais il n'a pas du tout dit ça. Absolument pas, notre ami Sébastien. Moi, je réponds à Philippe. Je crois que, pardonnez-moi Philippe, mais je pense qu'au contraire, les gens savent très bien faire la différence entre la gauche et la droite. Ce que vous dites me paraît être, peut-être que c'est votre ressenti, mais on voit bien dans toutes les opinions, dans tous les sondages d'opinion, que le débat, c'est plus que jamais clivé et polarisé. Les Français savent très bien qu'est-ce que c'est que la NUPES et qu'est-ce que c'est le Rassemblement national. Et le deuxième point, s'allier tous ensemble pour faire tomber le gouvernement, bien sûr que la NUPES ne votera jamais une motion référendaire du Rassemblement national. Il faut être absolument cohérent, Philippe. On ne peut pas tous les 5 ans, entre 2 tours des élections, demander à ce pays et à la gauche de voter pour le moins pire, c'est-à-dire une politique libérale qu'elle dénonce peu ou prou d'ailleurs, quel que soit le degré, et pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir et se retrouver comme si de rien n'était à l'Assemblée et voter les textes de Marine Le Pen. C'est pas une question de bon sens. Il n'y a pas de bon sens à la matière. On mange pas avec le diable, avec une cuillère même avec une cuillère à longue queue. Et je le redis, ce pays a un tel surmoi que ça fait 2 fois en 10 ans qu'il dit non à Marine Le Pen, et il dit non grâce à qui? Aux voix de la gauche, que tous ces gens qui insultent la gauche en ce moment vont chercher entre les 2 tours. Jamais Jean-Luc Mélenchon a été aussi extraordinaire qu'entre les 2 tours 2017 et 2021. Donc il n'y a aucune incohérence à ce que la gauche refuse de voter une motion référendaire, une motion de défiance du Rassemblement national, parce que c'est la ligne de conduite de la gauche, et c'est grâce à ça d'ailleurs que Marine Le Pen n'est pas présidente et que malheureusement pour nous c'est Emmanuel Macron. Voilà. Olivier Roucan. Et je m'en félicite qu'elle ne soit pas présidente, que vous l'avez compris. Quelle est la question? Mais justement, est-ce que les Français vont pas trouver ça un peu puéril de dire, nous, on est contre la réforme des retraites, mais comme c'est le RN qui dit qu'il est contre la réforme des retraites, on ne peut pas voter avec lui. Est-ce que pour les Français, les autres gens qui nous écoutent, les électeurs lambda, ils se disent pas, c'est surréaliste, s'ils sont d'accord sur un point, qu'ils votent la même chose? Je crois pas. Moi, si l'on parle de la motion de censure, oui, par exemple, les Français ont bien conscience, c'est eux qui votent d'ailleurs. Alors il faut toujours rappeler que ce Parlement a été élu, comme la fois dernière, par moins de 50% des électeurs, moins de 50%, mais il est élu. Et les Français ont bien conscience de la tripartition, au moins la tripartition de l'espace politique. Donc, ils savent très bien que le Rassemblement national, ce n'est pas la lutte.
Dire que les Français attendent qu'il y ait un soutien transverse sur une motion de censure ne me semble pas aujourd'hui correspondre aux attentes de la plupart des électeurs. Alors il y en a peut-être qui sont pour la confusion des repères, mais je ne pense pas qu'on en soit là encore. Sébastien Ménard veut réagir. Dis donc, ce soir, je vais au-delà de mes capacités à me tordre politiquement. Mais je dirais que là, pour le coup... Vous faites pas un torticolis. Non, mais il a un bagot, là, parce qu'il est d'accord avec moi. C'est compliqué, mais la NUPES et la France Insoumise en particulier sont doublement cohérents. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont au bout de leur conviction politique, à combattre cette réforme des retraites et à combattre la droite extrême et donc le Front National. Voilà, donc ils sont doublement cohérents. Et que, quelque part, il ne faut pas être fin stratège pour se dire qu'ils ont tout à gagner à rester doublement cohérents. Et ils ont tout à perdre à se confondre. De déstabiliser la réunion des forces. Cécile, moi je comprends, j'entends votre argument. Moi, c'est pas un argument. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas faire parler les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Et moi, je rejoins ce qu'a dit Olivier. Si les Français voulaient ce mélange de la plus petite à la plus grande chose, Marine Le Pen serait déjà présidente de la République. Et ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que les Français, en leur âme et conscience, savent parfaitement qui est Marine Le Pen, qu'est-ce que le Rassemblement national, qu'est-ce que la gauche, ils le savent d'autant plus, ils savent très bien qu'est-ce qu'est la France insoumise, et ils savent parfaitement, et je ne crois pas du tout que les Français attendent, oh là là, que tous les bancs de la NUPES votent une motion de censure de Marine Le Pen. Ce serait, pour les gens qui ont, la grande majorité des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ou pour la gauche au premier tour, et qui ont voté pour Emmanuel Macron pour barrer Marine Le Pen, ce serait un désastre. Il y en a aussi beaucoup qui ont voté pour Marine Le Pen. Mais c'est pas du tout. Non. Sur la gauche, non. Les reports, c'est la. Non, je parle pas de la gauche. Je vous parle de la gauche, moi. On est en train de parler de la gauche. Donc, la gauche qui a voté contre Marine Le Pen massivement, quel que soit son vote au premier tour, y compris pour Jean-Luc Mélenchon, ne peut pas vouloir à l'Assemblée nationale, on s'associe avec Le Pen pour faire tomber le gouvernement. C'est pas possible. Et puisqu'on est dans la confusion des genres jusqu'au bout, je dirais que la réciproque n'est pas vraie. Si vous aviez, en tout cas, des électeurs de droite qui devaient choisir de droite, je dirais conventionnelle, de gouvernement, entre, je le dis, et je vais choquer un certain nombre de copains, ils auraient à choisir entre Le Pen et Mélenchon, ils choisiraient Le Pen. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. Vous savez que beaucoup de circonscriptions n'ont pas été gagnées par la gauche, parce que, contrairement à ce qu'a fait la gauche dans ces circonscriptions, dans celle-là, le candidat macroniste a refusé d'appeler à faire barrage. Le mot de la fin, Olivier Roucan, en 30 secondes, vous pensez que les Français vont s'y retrouver à un moment ou à un autre ? Les Français, ils s'y retrouvent parce qu'ils sont quand même assez nombreux à aller dans la rue, qu'il y a des sondages qui ne sont pas à 55-45, donc sur la perception pour l'instant critique de cette réforme. Donc les Français savent ce qu'ils veulent. Et pour ce qui est des partis politiques et des institutions, nous sommes dans une période de transition. Les choses ne sont pas claires, elles ne le seront pas dans les mois et les années qui viennent encore, au sens où on a pu avoir un système bipolarisé, une 5e République qui fonctionnait tel qu'on nous l'a appris. Tout ça, ça n'est plus pareil depuis au moins 2017. On est en transition et de ce point de vue, les repères ne sont pas encore tout à fait clairs. Merci beaucoup Olivier Roucan d'avoir été avec nous, chercheur associé au Centre d'études des recherches en sciences administratives et politiques Paris 2. Vous restez avec nous, encore des appels au 0826 300 300 sur des réactions sur nos deux débats. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et vous savez que vous avez la possibilité de réagir dans cette émission, dans les vraies voix, sur Sud Radio, au 0826 300 300. Et c'est ce qu'a fait Paul qui nous appelle de Bayonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Merci d'être avec nous. Vous vouliez réagir sur cette question justement que l'on posait il y a quelques instants, sur le fait que, est-ce que finalement les Français se sentent pas un peu exclus de ce débat parlementaire ou avec toutes ces stratégies politiques pour arriver au bout ou pas ? Alors, dans un premier temps, je vais vous remercier de me prendre à l'antenne. Je salue bien sûr toute l'équipe et l'arrière-équipe de Sud Radio. Donc, de mon point de vue, je vais être clair. On n'est plus représentés depuis des années. De toute façon, nos politiques
enfin, ce ne sont pas les nôtres, hein, bien évidemment, représentent quand même leurs intérêts et les intérêts, je ne sais pas, il va falloir qu'ils s'expliquent un jour, de leur parti ou il y a du copinage hein, de toute façon là-dedans, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, l'intérêt du français, il n'est plus représenté nulle part. Le pays n'avance plus. Vous n'avez pas l'impression que là, les parlementaires, quel que soit le bord politique, ne se battent pas justement pour améliorer les choses? Ah mais attendez, c'est une stratégie pour eux. Moi, je vais vous dire mon humble avis. Ils font ce qu'ils veulent et surtout, ils veulent servir un plateau en argent à M. Macron pour passer sa retraite. Nous, les Français, on n'en veut pas de sa retraite. On veut rien du tout. Il y a assez eu d'études comme ça, le corps et tout ça, qui ont dit que, de toute façon, on est à l'équilibre hein, et qu'il n'y aura pas non plus une hécatombe de sauterelles par rapport aux retraites. Non, ça c'est sûr. Mais ces personnes-là, voilà, ils servent tout ce cinéma, excusez-moi, ce qu'ils nous font depuis quelques semaines. Ils font de l'obstruction, en fait, parce que ils ne nous représentent pas. Ils vont servir cette retraite sur un plateau d'or même à M. Macron pour la simple et bonne raison, c'est que... Je comprends pas comment vous pouvez dire, pardonnez-moi, je vous écoute, hein, Paul, oui. Comment vous pouvez dire qu'ils servent sur un plateau, ils combattent avec les armes qu'ils ont. Mais non, mais Paul, le point de départ, c'est quand même d'avoir choisi... Le point de départ, c'est d'avoir choisi un temps aussi court de débat. C'est ça, moi je ne vois ni Marine Le Pen, ni les Républicains, enfin une partie des Républicains, ni la NUPS, ni la NUPES, servir quoi que ce soit sur un plateau. Allez-y, Paul. Regardez bien les choses telles qu'elles sont. Nous, les Français, on représente les trois partis majoritaires, quand même, on va dire. Les LR, la NUPS et le Front National. Ouais. Et qu'est-ce que font tous ces étourdis? Il y a aussi il y a une majorité, il y a quand même Renaissance qui est le premier parti à l'Assemblée nationale. Même s'ils n'ont pas la majorité absolue. Oui, mais ils n'ont pas la majorité absolue, oui, je suis désolé. Parti quand même, il faut donc, le reconnaître. Ces choses-là, ces petites chipoteries, vous savez, pour le truc référendaire et tout le bordel, excusez-moi, tout ça, ça a été fait exprès pour nous mettre un leurre, c'est tout. C'est du leurre, tout ça. Ils nous empoisonnent la vie. De toute façon, ils se sont assis sur nos droits, enfin, droit de nous représenter, bien sûr, et bien d'autres choses depuis 2005. Il ne faut pas croire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus aux commandes. C'est tout. Paul, c'est intéressant. Depuis le non, qui a été changé par le tour de passe-passe de Nicolas Sarkozy en oui. C'est incroyable de voir à quel point, Paul, c'est intéressant ce que vous dites, à quel point la fracture du oui-non continue à fracturer. Oui, c'est sûr. Paul, vous étiez, alors je ne vais pas vous demander pour qui vous votez, mais est-ce que vous êtes aujourd'hui déçu du parti qui était, semble-t-il, le vôtre? Alors, moi, je vais vous dire honnêtement, ça fait maintenant quelques temps que un bon bout de temps maintenant que je ne vote plus, parce que c'est d'une évidence. C'est d'une évidence. Je fais partie du premier parti, c'est l'abstention. Premier parti politique, c'est l'abstention. Je fais partie de ces gens-là, parce que ces gens-là, de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous, le peuple qui les élisons, de toute façon, ils feront ce qu'ils voudront. Pas ce qui est bon pour nous, mais ce qui est bon pour eux. Parce que je suis désolé, si on regarde bien cette réforme, elle n'a ni queue ni tête au jour d'aujourd'hui, surtout qu'en plus... c'est vrai, vous avez absolument raison. Allez expliquer à tous ces gens aujourd'hui, comme moi je suis dans un commerce, et je vais vous dire, on crève déjà de ça parce qu'on croule déjà sous les réglementations. Mais maintenant, vous avez le prix de l'énergie, le prix de la nourriture, vous avez tout qui augmente. C'est vrai. Et déjà, on s'appauvrit, donc on se le dise, même on va dire les cadres s'appauvrissent, il ne faut pas croire. Et en plus, ils nous pondent de ça à ce moment-là. Bon, vrai, on va vous dire, ça va être tout ça. Ils ont une vision à courte durée. De toute façon, la France, elle a besoin d'une vision très longue sur 30 ans. En tout cas, on est foutu. Merci beaucoup Paul pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et on sait comme c'est compliqué aussi effectivement pour les commerçants qu'on salue c'est quand même des gens très courageux. Bravo. Vous restez avec nous. Françoise de Gois, salut à mardi. Sébastien Ménard, on se voit jeudi, je pense, avec des gâteaux, des bonbons, des trucs comme ça. Et dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. On vous parlera d'une marque plutôt très sympa. C'est la marque Skoda.
Et on ira voir des métiers aussi chez Mobiliance et des chefs d'entreprise. Et on vous dira avec Autoplus quelles sont les voitures les plus volées en France. Allez, restez avec nous. On sera ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h.